fondatrice de Test & Work, qui est un média qui vient réfléchir au futur du travail et au futur du travail de manière inclusive. On a envie de se dire aujourd'hui comment on peut essayer d'imaginer des espaces où on a envie de travailler et qu'on n'a pas la boule au ventre quand on y va, sachant qu'on y passe beaucoup de temps. Et là, samedi après-midi, 16h, sans faire un peu un spoiler alerte, mais j'ai eu la chance de parler avec chacune déjà des intervenantes pour préparer les choses et je sais que je ne m'avance pas quand je dis qu'elles sont incroyables. Cet après-midi, on va parler d'une mode... on peut voir le titre, c'est Tech et mode, redéfinir le futur de l'habillement. Mais on s'est surtout posé la question de savoir comment on peut imaginer une tech qui est plus responsable, une tech qui est plus inclusive, surtout quand on sait aujourd'hui que le secteur de la mode reste un des plus polluants dans nos écosystèmes. Et donc on va parler finalement de création de vêtements adaptés à toutes les morphologies, que je sois du 32 au 54, 56, peu importe, mais que chacun puisse s'habiller. On va aussi parler d'économie circulaire, quand j'achète un vêtement, quand j'achète une pièce, pour parler un peu comme les vrais gens de la mode, et que je lui donne une bonne durée de vie. Comment la tech, en tout cas, permet d'aller vers ces voies-là, permet de repenser, en tout cas, la manière de consommer de la mode, la manière de créer la mode. Et ça aussi, on pourra le voir assez rapidement avec Vuitton. Et globalement, la question qu'on va se poser, c'est comment la technologie aujourd'hui devient un outil, un moyen, tout n'est pas que de la tech, mais comment ça vient nous aider à faire mieux et tout en mettant l'humain et la planète, bien évidemment, que nous partageons au cœur des enjeux. Pour en discuter, je suis hyper fière d'avoir avec moi Asna Kourda, qui est fondatrice de Save Your Wardrobe, qui est une plateforme, et que je vais la laisser corriger si je dis des bêtises, bien évidemment, mais qui est une plateforme qui révolutionne la mode le monde du luxe autour de l'économie circulaire. Et on parle d'une levée, c'est une boîte qui a une belle boîte, qui a fait une levée de fonds de 3 millions, emploie plus de 30 ingénieurs à Tunis, 41 employés à Paris, à Londres, à New York, à Berlin, rien que ça. Valérie Châtelet, fondatrice de Yaoya, spécialisée dans le luxe adapté à toutes les morphologies, bien évidemment. Je me suis répété plusieurs fois de bien dire Yaoya, mais je te laisserai le dire mieux que moi, en tout cas tout à l'heure, qui va utiliser la réalité virtuelle, en tout cas cette fois, pour révolutionner la mode. Globalement, moi, ce que j'ai retenu de ce projet-là, c'est qu'en gros, quand je vais aller chez acheter, on peut dire que c'est pas encore le cas chez moi, peut-être que ça viendra un jour, que je pourrais m'acheter une pièce chez Chanel. Et on va imaginer que très rapidement, en prenant simplement le scan que j'ai, on pourra prendre le haut, le bas, et quand j'arrive, c'est comme si j'aurais un vrai couturier, tout aura été fait hyper rapidement quand je vais aller. C'est ce que j'ai retenu. Et j'ai aussi Flore Lestrade, CEO de Vuitton, qui développe une technologie deep tech qui facilite en tout cas les shootings photos. Globalement, aujourd'hui, tout va très vite. Donc, globalement, si je passe par Vuitton, je peux faire une photo, j'ai un mannequin et en plus, il peut me faire une proposition sur toutes les autres tailles. Je gagne plein de temps. Trop bien. Et on part cette fois aussi belle boîte, une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et tout ça, en gros, c'est une intelligence artificielle qui vient nous aider à repenser le monde du voyage. Voilà, c'est toutes ces belles personnes avec qui on pourra discuter assez rapidement. Ce que je vais vous proposer, je vous pose les questions et je vous laisse peut-être peaufiner et préciser sur qui vous êtes. Je vais commencer par Asna de Save Your Wardrobe. Est-ce que tu peux nous dire comment ta plateforme aujourd'hui vient nous aider à construire une mode qui est plus circulaire? En tout cas, merci beaucoup pour l'intro et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter Save Your Wardrobe. Donc, on a construit une plateforme qui, à la base, voulait mettre les marques au centre de l'expérience après achat. On voulait les responsabiliser pour tout produit qu'ils lancent sur le marché. On voulait qu'ils s'engagent aussi auprès de leurs clientes ou clients sur l'expérience après achat, que ce soit pour un besoin de réparation, besoin de redimensionnement ou retouche parce qu'on a pris du poids, on a perdu du poids, et aussi les aider à revoir leur business et intégrer des initiatives circulaires. Donc on a cette plateforme qui aussi leur donne une visibilité sur 360 degrés de tout ce qui se passe
que ce soit chez le client, chez le réparateur, dans l'acheminement des produits, et prendre également le contrôle du narratif après achat. Donc, ça aide à ce que l'expérience soit uniforme partout dans le monde, dans n'importe quelle boutique. On a certainement tous eu un besoin de réparation. On a tous certainement réparé une paire de chaussures, réajusté une veste, un pantalon. Et généralement, on va chez notre artisan local, un tailleur local. Et malheureusement, ces prestataires de services ne sont pas toujours au centre de la discussion avec ces marques, ne sont pas non plus valorisés. Et l'idée, c'était de vraiment les mettre au centre, donc préserver certains savoir-faire, leur promettre aussi, enfin plus que leur promettre en fait, leur garantir un certain volume d'approvisionnement, de travail, et puis aussi, ce qui n'est pas le cas, contractualiser avec les marques qui leur demandent de travailler pour elles. Pour l'instant, à chaque fois que, même si quand on revient vers une marque pour leur dire ah, mon jean a pété, mes chaussures ont besoin de ressemelage, même s'ils acceptent, il n'y a pas de contractualisation avec ces prestataires de réparation, et ce qui est très injuste pour eux. Donc nous, on vient, on arrange tout ça, on nettoie aussi, on fait en sorte que le travail soit vraiment dans l'équilibre et dans la justice, dans le sens où ils travaillent avec un contrat. En gros. Mais sinon, on aide les marques à aussi vraiment être plus responsables quand il s'agit de prendre la main sur les produits qui sont déjà sur le marché. Okay. Et je sais que quand on a préparé, on avait aussi eu cet exemple-là. Plutôt, par exemple, c'est peut-être parce que j'ai dit Doc Martens que ça m'a... Ouais. J'ai pas oublié aujourd'hui, mais parce que c'est des chaussures que j'aime beaucoup. On disait, en fait, plutôt de ne pas savoir quel cordonnier pourra s'occuper, très rapidement, je peux identifier qui... donc, non seulement je gagne du temps, mais en plus, mon produit a une meilleure durée de vie. Et surtout que tu fais bien de prendre cet exemple, parce que ça pose la question de la durabilité, de la longévité, aussi de la manufacture des Doc Martens, qui sont franchement, enfin, je ne vais pas juger, mais je juge quand même. Elles sont très mal faites, elles sont collées sur le truc, donc pour les réparer, c'est horrible. Mais par contre, ils en vendent plein, c'est rapide à faire, etc. Donc nous, on challenge ce concept de fabrication pour la réparation aussi, et pas simplement pour la production. Et donc, en fait, je me souviens pourquoi j'avais pris l'exemple de Doc Martens. J'étais à Bruxelles et il y avait une dame qui avait la semelle de sa chaussure qui était décollée. Et je dis, mais tu vois, tu es le parfait exemple de ce qu'on a envie de mettre en place et de responsabiliser les marques. Je ne sais pas si elle vient de Doc Martens, j'aurais dû lui demander si elle travaillait là-bas. Mais le fait de trouver les artisans qui savent ou qui sont équipés des bonnes machines et de les mettre en contact avec les marques, c'est, moi, je trouve, la beauté de ce qu'on fait. Ok. Très clair. Flore, je te regarde cette fois. Je sais que Vuitton aussi révolutionne la manière dont on va penser les shootings. D'une part, le fait d'avoir déjà, on va gagner du temps. Et déjà aussi, il y a tout un travail quand je parle de mode responsable, il y a aussi tout un travail d'inclusion, en fait, le fait que tout le monde se sente représenté. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà de venir ici, et puis ravi de présenter et de parler un petit peu plus effectivement de la tech, de la mode, et puis on pourra en parler peut-être éventuellement quelle place nous, les femmes, nous pouvons avoir dans cet écosystème-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement les shootings photos, on le sait pas forcément quand on achète en ligne et qu'on regarde tous ces mannequins, mais ça prend beaucoup de temps aux marques parce que en fait il y a des contraintes physiques. On peut tout simplement pas avoir 1000 mannequins sur un plateau studio. Et en fait, on ne peut pas avoir 1000 mannequins, et donc on ne peut pas avoir non plus toutes les morphologies. On ne peut pas avoir toutes les couleurs de peau. On ne peut pas avoir toutes les diversités, tout simplement aussi parce qu'il y a des contraintes, d'autres contraintes physiques. Par exemple, les marques de mode, pour les shootings photos, elles envoient des échantillons. Et en fait, elles produisent ces échantillons toujours en taille S ou M. Donc en fait, il faudrait produire des L, des XL pour pouvoir faire un shooting en plus. Et donc c'est souvent des coûts qui... c'est pas une question de mauvaise volonté nécessairement, c'est avant tout une question de coût et d'argent.
et de temps. Et donc nous, notre technologie, c'est justement permettre, à partir simplement d'une photo à plat, quelle que soit la taille de l'échantillon, de le mettre sur n'importe quel corps de mannequin, qu'elle fasse du S, du 34 ou qu'elle fasse du 52. Ça, c'est toute on va dire, la complexité de la technologie que nous développons, qui est donc effectivement à base d'intelligence artificielle, pour être capable de vraiment draper le vêtement, le tissu, sur un corps qui est aussi dans une certaine pose. Et nous faisons avant tout, nous nous concentrons sur le shooting photo e-commerce, qui est encore une fois toutes ces photos que vous voyez sur les vitrines, sur tous les sites, et qui sont finalement assez similaires souvent, même si ça reste aussi une vitrine pour les marques de mode. Et donc la question, c'est comment aider les marques de mode, non pas à produire plus, nous ne sommes pas nécessairement là pour accélérer, nous sommes là pour les aider à produire mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rapidement être capable de présenter, de montrer une photo à leurs clients et voir en fait si c'est quelque chose qui leur convient. Au lieu de produire, ensuite avoir des stocks et avoir tous ces phénomènes ensuite de déstock, de promo massive et de surconsommation. C'est aussi ça, la technologie Vuitton, c'est d'être capable de passer d'une transition où on produit plus, toujours plus, à on produit mieux. Et les marques de mode françaises sont complètement conscientes de ça et sont vraiment vers ce chemin de transformation. La toute dernière nouvelle, c'est Pimki qui vient d'annoncer qu'elle vient de sortir de son plan de sauvegarde, ce qui est une excellente nouvelle, avec une nouvelle vision, produire mieux, produire moins et de manière plus responsable. Je pense qu'on va vers cette direction-là. Ok, très clair. Et ça fait une très bonne transition avec le projet Yaria qui a aussi cette vision d'aider à mieux produire tout en respectant la singularité de chaque personne. Je te laisse présenter le projet, Valérie. Oui, alors YOYA, c'est l'acronyme de You Are Who You Are, parce qu'on est tous absolument différents, avec une identité très forte. Et effectivement, je le prononce YOYA parce qu'en anglais, le AW, souvent, se prononce OR. Et YOYA, c'est une plateforme qui va permettre aux créateurs de créer et produire leur collection aux mensurations de leurs clientes. Alors il faut imaginer que vous avez tous aujourd'hui des smartphones. Vous prenez, quand vous arrivez sur la plateforme en photo ou en vidéo, on récupère votre morphologie et derrière ça, vous allez découvrir la collection du créateur avec qui on a une collaboration sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de shooting, il n'y a plus à se demander comment est-ce que ça m'ira, qu'est-ce qui va se passer. Et non seulement vous le découvrez sur vous, mais vous le découvrez aussi ajusté. C'est-à-dire que le vêtement, il va être automatiquement ajusté à votre morphologie. Et ça, c'est le travail sur lequel on se concentre aujourd'hui. C'est un énorme travail de modélisme, de comprendre comment les morphologies, comment on a envie d'interpréter en termes de mode les morphologies, tout en respectant l'intégrité stylistique des créateurs. Donc vraiment l'intention, c'est de rester dans le projet des créateurs et de faire des morphologies un champ de création. Très clair. Et je pense que c'est intéressant d'aller un poil plus loin, et je trouve qu'on va trouver ça, que ce soit chez Vuitton ou que ce soit chez YOYA, de se dire, plus je respecte la morphologie de chacun, plus je redonne aussi finalement du pouvoir aux consommateurs. Est-ce que c'est des points qui ont été dès le départ dans la réflexion ou c'est arrivé au fur et à mesure ? Pour nous, effectivement, ça a été un point immédiat. Et je pense que, par exemple, les solutions comme YOYA sont très complémentaires de la nôtre et doivent exister. Parce qu'en fait, dans le champ de la mode, quand on achète en ligne notamment, on se pose toujours la question, mais est-ce que ça va m'aller ? Et nous, notre travail, par exemple, il est double quand on voit un mannequin qui pose devant nous sur une page Internet. Le premier, c'est essayer effectivement de se dire, ok, donc je comprends un petit peu la morphologie du mannequin, j'essaye de voir où est-ce que tombe le vêtement, et donc en fait, ça fait presque une forme de cabine d'essayage virtuelle. Bien sûr, ça a forcément ses limites, d'où l'arrivée d'autres solutions comme ça. La deuxième raison, c'est aussi évidemment de créer de l'imagination, de créer du rêve, et aussi de créer un style. Donc quand on voit et quand on arrive, c'est parfois pas forcément évident de se dire comment est-ce que je vais habiller ce haut, par exemple, avec ce bas. C'est se projeter dans l'imaginaire de la marque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable, et c'est ce que nous faisons chez Vuitton, de créer une technologie qui s'adapte, bien sûr, à la diversité des clients, mais aussi à la différenciation, à la personnalité de chaque marque.
Et donc chaque marque a évidemment son point de différenciation. Et c'est là aussi, encore une fois, que se joue l'avenir, notamment de nos belles marques françaises. Et de manière générale, comment arriver à se distinguer de, par exemple, des consommations de masse comme Shine, etc. Et donc nous, encore une fois, on se pense vraiment comme un outil de compétitivité pour nos marques. Ok, très clair. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Valérie ? Non, pas spécialement. Ok, très clair. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils, qu'on parle du futur de l'habillement. Il y a quelques années, en fait, on faisait un peu de fripe et on était peut-être un peu bobo écolo parce qu'on aimait bien les fripes. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. On a des Vinted, même le luxe y est mis avec un vestiaire collectif. Qu'est-ce que ça dit de cet écosystème-là aujourd'hui ? Peut-être du côté de Save Your Wardrobe. C'est une excellente question. Il y a eu un énorme attrait pour la seconde main. Alors la friperie est différente parce que la friperie, c'est tout un autre supply chain comparé au peer-to-peer de vestiaire ou de Vinted. La friperie, ça suppose que les vêtements soient récoltés en masse, triés. Généralement, le tri se fait à l'étranger, puis après il est rapatrié en Europe. Donc il y a toute une question d'éthique sur ces tris, sur peut-être qu'il y a des vêtements qui sont restés dans ces pays. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que généralement ils sont soit brûlés, soit ils finissent dans les décharges publiques. Il y a aussi ça crée de l'économie souterraine dans les pays qui font ces tris. Et puis après, on garde ce qui est joli. Paris est très connu pour être une ville où il y a une chasse au trésor dans les marchés aux puces ou alors dans les petites boutiques de fripe. Mais en fait, l'envers du décor est vraiment pas très joli. Et puis, on a des nouveaux modèles comme Vestiaire, Vinted, etc., où il faut absolument creuser un petit peu plus le business. Et malheureusement, c'est des boîtes qui étaient très visionnaires en 2009 quand Vestiaire a été créé, mais qui ont, vu qu'on parle de tech aujourd'hui, qui ont une espèce de dette technique qu'ils ont du mal à rattraper. Et donc là, je pense que l'opportunité est là qui pourrait aider vraiment le marché de la seconde main à se développer, à prendre une vision éthique, une exécution aussi profitable, c'est de faire rencontrer les acheteuses avec les vendeuses pour qu'elles soient les deux sur la même plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont différentes. Celles qui achètent et vendent sur les marchés de seconde main, elles sont poussées ou elles sont motivées parce qu'elles ont envie d'acheter quelque chose de neuf derrière. Sur Vinted, on a c'est presque, on se débarrasse de ces vêtements à très bas prix, ce qui fait que on n'achète pas forcément les personnes qui achètent sur Vinted ne sont pas forcément celles qui vendent. Donc moi, je pense qu'il y a une excellente opportunité aujourd'hui quand on parle de la seconde main sur quelle est vraiment la plateforme tech qui va faire en sorte que les vêtements qui arrivent vont être achetés par les mêmes personnes et dans quelles conditions aussi vont-elles être réachetées. Et c'est pour ça que nous, on a pris le parti de dire que l'économie circulaire doit absolument passer par la réparation, le reconditionnement pour que ces vêtements qu'on trouve en seconde main soient d'aussi bonne qualité que ceux qu'on puisse trouver tout neufs dans les magasins. Et c'est en tout cas toutes les marques avec lesquelles on travaille, que ce soit Sandro, Mage, même chez LVMH, l'Europiana, c'est l'angle d'attaque qu'ils ont également, où la première pierre de l'édifice, c'est vraiment faire en sorte que les produits qu'on a chez nous sont reconditionnés, sont dans les meilleurs états possibles pour ajouter de la valeur au lieu de la détruire, ce qui est le cas malheureusement via soit les friperies, soit... Donc j'ai une opinion qui n'est pas du tout populaire, je le réalise. J'encourage bien évidemment l'achat de seconde main, mais simplement je dis qu'il y a une opportunité d'assainir le marché
et de créer une plateforme qui pourrait vraiment voir le tout pour qu'on communique, toutes les trois piliers de la circularité communiquent entre eux. Ok. Très clair. Et là, j'aimerais bien avoir vos analyses là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on a des consommateurs qui veulent de plus en plus tracer l'origine du vêtement, s'assurer qu'on a un vêtement qui est respectueux de la planète, qui en plus qui fait du bien à ma peau. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qui sont hyper importants. Et de l'autre côté, j'ai de moins en moins d'argent aussi. Je ne peux pas non plus... c'est-à-dire que je ne veux pas aller sur du Shein, mais j'aime bien les prix de Shein quand même. Donc, à ce moment-là... on a un peu ce truc. Qu'est-ce que ça dit de notre société et quelles sont les alternatives en fait finalement? Parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de tracer, on a de plus en plus d'informations. C'est la tech qui nous permet justement d'avoir tous ces éléments-là, mais on a quand même toujours une barrière du prix. Est-ce que c'est plus un biais, c'est plus quelque chose de mental, un verrou mental à craquer, ou alors est-ce qu'on a d'autres solutions et est-ce qu'on peut les partager avec notre audience aujourd'hui? Valérie? Non, ce que je trouve passionnant avec la mode, c'est qu'en fait, il y a vraiment 1000 façons de s'habiller, 1000 façons d'acheter de la mode et presque autant de façons que de personnes sur Terre. Enfin, c'est ce que je découvre quand j'interroge des femmes autour de leur identité, de la façon de s'acheter des vêtements. Et on a toujours l'impression que tout le monde s'habille un peu comme on le fait soi. En fait, pas du tout. Vraiment, il y a toutes les manières et je pense que cette vision de Chine qui prend beaucoup de place ou ce besoin d'avoir plus d'informations, d'avoir une façon de s'habiller plus durable, on le retrouve un peu dans l'ensemble de la société, dans les différentes formes de consommation. Et la mode, vraiment, est à la pointe de ces changements de consommation, de ces changements d'habitude. Donc, plus il y aura de variété d'offres et de variété aussi bien dans la qualité, dans la durabilité, mais c'est vrai aussi dans les choses très accessibles, mieux on se portera. Tant que les choses très accessibles sont respectueuses à la fois des gens et de l'environnement. Fla ? Aussi, je pense que évidemment la question des prix c'est primordial. Voilà, personne n'a envie de payer trop cher, mais il y a aussi une question de la qualité. Et je pense que c'est revenu beaucoup au centre des débats où on dit ah bah oui, moi le pull de ma grand-mère, il me tient encore, c'est de la laine tricotée. Et aujourd'hui, quand j'achète chez Shein ou d'autres marques françaises, on se rend compte, malgré d'ailleurs certaines très belles marques françaises, que le produit ne tient plus. Et donc, en fait, le produit, très vite, se déchire. Et donc, on a envie justement de le jeter, d'où la question de la réparation. Il y a aussi, évidemment, un autre aspect important. Et Shein le maîtrise à la perfection. Et il ne devrait pas être le seul à le maîtriser. C'est encore une fois la capacité à capter les envies, les tendances, la façon de s'habiller. Et donc, être capable d'être au plus près de son consommateur pour, justement, produire la bonne quantité pour la bonne personne. Et en fait, aujourd'hui... En fait, quand on se rend compte qu'on voit ces grands acteurs Shein qui produisent énormément à très faible qualité, nous, il y a un savoir-faire en France, il faut le dire, qui s'est perdu. Le made in France, qu'on essaye de rappeler de nos voeux, a tout simplement disparu parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé. Et donc, il y a tout un tissu, un savoir-faire français dans la maîtrise, dans la qualité, et pas seulement français, portugais ou européen de manière générale, qu'il faudrait et qu'il faut relancer pour pouvoir faire, peut-être un pull un peu plus cher, mais un pull qui tient beaucoup plus longtemps et qui plaît parce qu'on a compris qu'est-ce que voulaient vraiment les consommateurs. On est capable de s'adapter à ça. Et ensuite, il y a tout un écosystème de solutions, soit dans la réparation, soit dans la location. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui se disent je vais mettre un vêtement, je le loue, parce qu'en fait, je sais que je vais me lasser. Et ensuite, je le remets dans un circuit de consommation. Et comme ça, on évite d'acheter et d'avoir ensuite dans son placard, et c'est le cas, on ne s'en rend pas compte, mais souvent, on n'utilise qu'un tiers de sa garde-robe en vérité. Et donc, il y a vraiment beaucoup de nouvelles solutions qui sont en train d'émerger, les marques qui sont en train aussi d'évoluer, et je pense qu'il ne faut pas capituler. Je ne pense pas que c'est fini, que ça y est, c'est l'emballement de la mode, les gens achètent et les gens jettent. Je pense qu'on peut vraiment trouver de nouvelles façons de consommer.
Ok, très clair. Tu voudrais ajouter quelque chose à ça? Ouais, je veux bien. En fait, c'était déjà super de vous écouter toutes les deux et je suis absolument d'accord avec vos 2 points. Alors, en réfléchissant à ma réponse, j'étais un petit peu tiraillée entre 2 choses. La première, c'est que effectivement, en termes de préservation de savoir-faire, c'est un énorme challenge aujourd'hui que les pays occidentaux en général sont en train auxquels ils doivent répondre, mais aussi en termes de globalisation et d'être à la pointe de la concurrence. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que Shein produit pour 1 milliard et quelques d'habitants en Chine et qu'elle ne redistribue dans le reste du monde qu'une petite proportion. Ils ont aussi un modèle économique extrêmement agile dans le sens où ils ne produisent que ce qu'ils ne vendent. Donc ce qu'on voit nous et ce qui est vraiment aligné avec votre technologie, c'est que ce qu'on voit sur leur site internet, c'est qu'une rendering, donc c'est qu'une non pas aléatoire, mais plutôt c'est un échantillon ou même un truc généré par de l'AI et qui ne sera produit qu'une fois qu'il aura atteint le seuil minimum. Donc Shein a vraiment développé leur business model de façon assez intelligente, je trouve. En ce qui concerne le besoin de qualité, ce qu'on voit, nous, en tant que Save Your Wardrobe, avec les marques partenaires, c'est que parfois, effectivement, il y a des produits qui ont été faits à la va-vite ou qui n'ont pas vraiment, qui sont défectueux ou qui ont un problème de manufacture. Et l'apport du savoir-faire de nos artisans, c'est que le produit, une fois qu'il passe entre leurs mains, et la qualité du produit, une fois qu'il passe entre les mains, est d'un autre niveau, vraiment presque un niveau de luxe. Donc, il y a cette partie aussi où il faut être conscient d'être compétitif face à un marché qui est mondial, où il y a de la concurrence, où des jeunes générations, ou même plus vieilles, ont envie de profiter des bas prix, mais qui en même temps, de l'autre côté, ont envie aussi de qualité. Et comment est-ce qu'on peut faire rencontrer cette demande? C'est grâce à la technologie, grâce à la digitalisation de ces réparateurs ou de ces artisans qui vont réussir à faire en sorte que ces produits qui ont été peut-être pas manufacturés de la meilleure façon qu'ils puissent y avoir à un standard beaucoup plus élevé. Ok, très clair. Au moment où tu parles de comment s'assurer de mieux produire, on a un peu parlé rapidement de l'intelligence artificielle, mais je pense par exemple à une boîte Fairly Made, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'ils font, qui permettent déjà d'avoir une meilleure gestion des stocks et de cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que vous voyez qui viendront dessiner le futur de l'habillement et de la manière dont on produit aussi de manière un peu plus éthique? Oui. Clairement, j'ai envie d'ajouter la production à la demande. Donc, on vend avant d'avoir produit, ce qui est un petit peu ce que tu décrivais, ce qui aussi nous fascine dans le modèle de Chine. Ils arrivent à proposer tellement de choses qu'ils arrivent à produire uniquement ce qui est demandé. Mais dans le cas de Yoya, en tout cas, c'est vraiment l'idée qu'on puisse aller très loin dans la création, parce qu'on ne va pas la produire nécessairement et que ça rencontre une demande peut-être niche même, mais comme on a l'assurance que le vêtement va vous aller, qu'il n'y aura pas toute une variété de tailles à développer, qu'il n'y aura pas aussi des stocks à produire en amont, certes on réintroduit du temps, mais on sait qu'on va produire quelque chose qui va être porté et du coup on peut aller beaucoup plus loin dans la créativité aussi. Peut-être que tu peux préciser ce point-là, parce que moi je trouvais ce point-là hyper intéressant quand on a préparé l'échange. Je ne sais pas si tout le monde sait comment ça se passe. Il y a un premier vêtement qu'on crée pour le défilé et je trouvais que comprendre la durée de vie d'un vêtement entre le moment où il a été créé avec le créateur et comment il se retrouve dans la garde-robe de monsieur et madame tout le monde, ça peut être hyper intéressant de voir comment la tech peut aider. C'est très intéressant, surtout pour des maisons françaises ou des maisons qui défilent, enfin qui font partie vraiment de l'élite de la mode. Il y a l'écosystème des Fashion Week qui reviennent très très régulièrement, pour lesquels sont créées des collections d'une 40aine de pièces. Et
en fonction des maisons, en fait, ces collections sont des collections images qui permettent de faire parler de la marque, de la maison, et qui vont défiler sur des mannequins qui souvent sont très grandes, très fines, très jeunes. Et ensuite, il y a les showrooms, juste après les Fashion Week, et les acheteurs de tout le système de distribution viennent re-regarder la collection, et en fonction de sa propre clientèle, donc les acheteurs des retail, des grands magasins, des concept stores ou des boutiques, vont venir commander une partie de la collection. Et en fait, cette collection qui défile, une grande partie de la collection, donc dans les maisons pour lesquelles, par exemple, Patou crée spécifiquement, c'est vraiment son choix, c'est le choix de la marque, de créer pour des femmes réelles, entre guillemets, pour des vraies femmes. Ils produisent à peu près 80% de la collection qui défile. Ils la produisent, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord la normaliser pour avoir des tailles plus proches de la population générale, mais aussi des pièces qui sont plus facilement portables. Ils vont produire 80% de la collection, et 20% des pièces vont jamais sortir du catwalk, du défilé, et rester. Et ça, c'est un cas particulier, mais dans certaines maisons, on descend jusqu'à 40% seulement de pièces qui vraiment sont produites, voire très très peu. Et en haute couture, du coup, c'est des pièces uniques qui sont produites vraiment de manière exceptionnelle pour une clientèle toute petite. Donc ça, oui, ça veut dire qu'une partie des pièces images n'est jamais produite, va être prototypée, assemblée avec des matières uniquement pour le défilé, et pour les shootings images, presse, les influenceuses qui arrivent sur le défilé. Ok, très clair. Oui, je voulais simplement ajouter, c'est peut-être pas dans le cadre de la technologie, mais plutôt dans le cadre de la régulation européenne, il y a quelque chose qui va tomber sur les marques, c'est un Green Product Procurement, et il y a une catégorie qui s'appelle dans le Eco-Design for Sustainable Products. Et ça va demander à toutes les marques de produire en ayant en tête la durabilité, la longévité qui sont légèrement différentes, pardon. Et puis le recyclage, et aussi être capable qu'avec les fibres qui sont dans les produits, on soit capable de les recycler et d'en créer des nouvelles fibres vierges. Ce Eco-Design for Sustainable Products est quelque chose de vraiment un pilier de tout ce qui va être produit sur le marché européen. Donc toute marque mondiale ne pourra vendre en Europe que si elle respecte ces régulations. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les vêtements vont avoir maintenant un minimum de contenu de fibres recyclées. Ça va impliquer que la construction du vêtement va être complètement différente. Elle va et surtout pour prendre en compte les pièces détachées, donc que ce soit les boutons, les zips, même les fils de couture, merci, et pousser aussi à le matériau unique. Ça veut dire que si c'est polyester, c'est 100% polyester. S'il y a de l'élastane, l'élastane devra être capable d'être séparé, soit mécaniquement, soit chimiquement. Donc ces régulations vont maintenant complètement transformer le paysage de la manufacture européenne, mais aussi à l'étranger. Une autre information, peut-être qu'elle est utile, c'est qu'une autre régulation de l'Europe va maintenant pousser les marques à produire localement pour créer un pôle compétitif en Europe, compétitif par rapport à l'Asie. Et ça aussi, c'est une excellente opportunité parce qu'on a besoin de développer ces technologies qu'on a pour le coup transférées dans d'autres régions. Et donc, pour revenir à la question de comment est-ce que les produits vont être designés et produits dans le futur, et là, pour revenir aussi au côté réparabilité, les vêtements vont être maintenant produits pour être désassemblés facilement, que ce soit mécaniquement ou à la main,
et être capable de changer des éléments vraiment précis dans le vêtement, ce qui est une première depuis la création du prêt-à-porter. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Okay. Et je ne veux pas du tout casser l'ambiance, mais je trouve, et je répète encore que je ne veux pas du tout casser l'ambiance parce que j'y crois, mais quand je regarde un peu les boîtes Made in France, par exemple, on voit le slip français qui n'arrive pas à tenir dans le temps. Récemment, ils ont une grosse campagne parce que ça ne va pas très bien. On a vu plusieurs boîtes de upcycling qui étaient hyper à la mode et essayer de réinventer le jean, mais qui ne tiennent pas non plus en termes de modèle économique. Est-ce que ce n'est pas plutôt des projections de ce qu'on aimerait faire, mais j'adore le monde en théorie, mais il est toujours un peu plus compliqué, ou est-ce que concrètement, c'est vraiment possible qu'on tienne dans le temps ? Je ne sais pas si je peux prendre cette question, mais je pense que pour le slip français, leur difficulté a commencé de quelque chose qui n'avait rien à voir. Et je pense que depuis, c'était irrattrapable. Et franchement, il y a de la gouvernance, à mon avis, à ce niveau-là. Ensuite, pour les autres marques qui sont vertueuses, mais qui ont du mal à concurrencer, je pense aussi qu'il faut de l'agilité. Tout à l'heure, tu parlais de la production. Moi, je pense que c'est aussi une façon très agile de s'adapter et de ne pas trop produire, même si c'est des pièces de défilé, pièces de showroom, qu'il faut savoir écouter. Tu disais tout à l'heure, écouter le client, écouter son besoin. Aujourd'hui, on passe par une forte crise économique. Qui a envie d'acheter je sais pas, un vêtement qui va durer un mois, qui va être pourri au premier lavage? Je pense personne. Et puis aussi, l'économie qui se contracte demande aussi à certaines marques on parlait de responsabilité, mais aussi d'accompagner le citoyen dans toutes les étapes de sa vie. Aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est que ces marques-là ne sont pas customer-centric. Ça veut dire qu'elles ne mettent pas leurs clients au centre de leur réflexion. Elles ne se mettent pas à leur place en disant voilà, j'ai acheté un pull de la semaine, il y a un mois, il est tout pourri maintenant. Elles pensent que ça va les encourager à acheter plus un autre produit, mais en fait, non. Moi, je refuserais de racheter de la même marque qui m'a vendu un truc qui s'est mal lavé, quoi. Très clair. On a dit ce qui n'allait pas, mais je pense aussi qu'il y a plein de belles marques, des petites marques qui font plein de belles choses. Je serais curieuse de savoir un peu vous, justement, quel soit modèle ou innovation qui a retenu votre attention récemment. Bah justement, là-dessus, pour rebondir aussi à l'une de tes questions précédentes, un peu comment l'avenir de la mode va se transformer, quelles sont les nouvelles technologies, quels sont les nouveaux métiers d'avenir. Il faut se rendre compte que la façon de produire un vêtement a énormément changé aujourd'hui. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a certaines marques de mode qui continuent aujourd'hui à dessiner leurs patrons à la main. Et de plus en plus, maintenant, tout ça est digitalisé. Donc ça veut dire qu'on est passé d'un métier très créatif, où on touche énormément, à maintenant des métiers où on est sur ordinateur, on modélise. Et d'ailleurs, nous, c'est à partir de ces visuels-là qu'on est capable de créer, OK, comment ça va rendre en portée. Et donc aujourd'hui, on assiste à quoi? En France notamment. La France, c'est un pays où il y a beaucoup de petites marques pour la taille de notre marché, hein, comparé à d'autres pays, ne serait-ce que les États-Unis, où on voit des gigantesques qui ont tout un tas d'autres challenges. Nous, en France, on a plein de ces petites marques. Et en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est grâce à la technologie, on arrive justement aujourd'hui, avec peut-être une personne, peut-être deux, à créer toute une marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la création jusqu'à je produis, jusqu'à je distribue, je vends en ligne, je fais des shootings photos justement digitaux. Et donc maintenant, il devient de plus en plus facile de créer sa marque avec très peu de choses. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on voit, certes, des personnes qui ont lancé des très belles marques qui ont des difficultés, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et je pense que l'ingrédient de réussite, il y en a beaucoup. Mais une façon de se démarquer aujourd'hui, c'est justement d'avoir une identité très forte. C'est d'avoir une identité très forte et aussi quand même un aspect de développement durable dans sa marque par rapport à d'autres géants contre lesquels on ne peut pas faire concurrence en fait. Et donc je pense qu'il y a quand même tout ça, un petit pan en France qui reste assez dynamique malgré l'ambiance un peu morose des plus grands groupes. Il y a ce côté-là et aujourd'hui les outils et la technologie permettent de le faire. Okay. Et une marque ou un produit ou un modèle que toi t'aimes bien? Alors il y en a plein. Par exemple, il y a la marque Asphalt qui permet de justement produire que sur commande généralement.
On remarque aussi que de plus en plus le modèle des NVB, par exemple Cézanne, pareil, qui a un succès français incroyable, qui est parti de... C'est une marque qui a été créée dans les années 2015 et qui aujourd'hui explose à l'international. Les Américains en raffolent. On remarque qu'aujourd'hui, ils se sont transformés, ils sont passés d'un format purement digital à aussi on ouvre des boutiques. Et c'est là OK, on parle de techno, mais en fait, aujourd'hui, la vente, la mode, c'est encore dans les boutiques. C'est encore énormément dans les boutiques. Et donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir mettre en place. Et il y a aussi par exemple, Paradigme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société qui essaye de justement mettre en place de la circularité, d'aider les marques à tracer la seconde main. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui a utilisé un pull Cézanne, de pouvoir redonner à Paradigme, qui va ensuite vendre Cézanne sur leur plateforme, et en échange, la personne qui a fait ce travail de dire ce pull-là, j'en ai plus forcément besoin, je le revends, je le remets dans la boucle de circulation. En échange, je reçois une carte cadeau, un bon d'achat pour pouvoir acheter soit de la seconde main ou racheter de la première main. Okay. Merci beaucoup. Et tu parlais des Digital Native Vertical Brand. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de transformer aujourd'hui la boutique. Avant, j'ouvrais ma boutique pour me faire connaître. Aujourd'hui, je vais d'abord me faire connaître sur Internet, d'abord me faire connaître auprès de ma communauté. Ensuite, j'ouvre ma boutique et je crois que ça a été hyper intéressant d'en parler. Asna, est-ce que tu peux nous dire un peu un modèle qui a retenu ton attention et que pour toi, c'est un peu ça l'avenir de la mode aujourd'hui ? Déjà, effectivement, les modèles agiles qui ne produisent que lorsqu'ils vendent, ça, je pense que c'est un petit peu délicat à mettre en place, mais parce que ça demande un petit peu de recul par rapport à la data qui est disponible et de très très bien connaître son segment et l'audience pour laquelle il destine le produit. Après, moi, on est basé à Londres, donc on voit plus des retailers comme Lone Design Club qui met en avant les tout petits designers, vraiment qui produisent 1 à 2 vêtements par mois et qui sont vraiment uniques et qui mettent. Donc c'est un produit local, c'est des vêtements qui sont faits à partir de vieux vêtements, donc il n'y a rien qui est produit de neuf. Une star fulgurante qui est suisse, c'est Kevin Germanier qui fait ça depuis très très longtemps. Un autre modèle que j'ai trouvé très fascinant, c'est Leo Carlton qui maintenant, au lieu donc il fait des chapeaux, c'est un chapeautier, pardon. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il les imprime en 3D et après il fait l'ornementation. Et son modèle, c'est que ce n'est plus lui qui est le fabricant. La propriété intellectuelle, c'est entre guillemets le PDF qu'il va envoyer à ses clients, qui vont pouvoir imprimer eux-mêmes le produit chez eux ou à côté, et leur donnant une adresse. Et donc ça, je trouve ça très très intéressant parce que ça challenge encore une fois le concept de retail, le concept de propriété, le concept aussi de consommation. Qu'est-ce que je consomme ? Qu'est-ce que j'ai acheté ? Est-ce que j'ai acheté le PDF ? J'ai acheté la propriété intellectuelle ? J'ai acheté le chapeau, j'ai acheté... voilà. Donc moi, je pense que c'est ces petits designers très locaux qui ont envie de changer la façon dont on consomme la mode. C'est un peu David et Goliath, quoi. C'est vraiment des tout petits acteurs qui challengent les grosses boîtes, les gros groupes sur leur façon de s'imposer sur le marché. Très clair. Et Valérie ? Moi, je voudrais noter une série d'initiatives qui questionnent le système des tailles. Système des tailles qui est arrivé en gros dans la mode créative dans les années 70 avec le prêt-à-porter de créateurs. Aujourd'hui, on voit plein de marques qui commencent à vraiment se poser la question, et en particulier à Londres. C'est vrai qu'à Londres, c'est plus vivant. Paris, Esther Manas à Paris qui travaille mais avec beaucoup de pièces
100 tailles qui sont unitailles. Je ne sais pas si on dit unitaille en français, mais en anglais, d'ailleurs. Voilà, une seule taille, une taille pour tous. Mais il y a par exemple Caroline Vito ou Sinead O'Dwyer qui font vraiment un travail très impressionnant sur les morphologies, qui est super intéressant, mais aussi un créateur qui est vraiment pointu. Je ne pense pas que quelqu'un le connaisse dans la salle, mais Robert Woon, qui fait de la haute couture et qui a décidé d'arrêter de vendre dans les retail, dans le wholesale, de vraiment ne faire que des pièces sur mesure et qui cherche à scaler son modèle. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai envie de noter aussi dans les groupes certaines initiatives. Donc il y a Chanel, dont tu parlais tout à l'heure, qui a toujours maintenu la mise aux mesures. Il y a tout un rituel quand on va dans les salons de Chanel pour acheter une pièce. Et 90% des vestes vendues chez Chanel vont être entièrement démontées pour être ajustées et remontées pour la cliente. Mais on voit aussi, par exemple, sur le site de Dior, une collection Fit, qui est là depuis quelques mois, je crois, qui est une collection de pièces iconiques, la veste barre en particulier, qu'ils ont pensé pour s'adapter à différentes morphologies et avec des outils où ils vont justement par des questionnaires, par différentes manières d'aller plus loin dans la connaissance de la cliente pour comprendre si telle taille ou telle autre peut aller dans telle pièce. Et je terminerai par une jeune marque qui s'appelle Gowns for Sport, d'une créatrice qui a travaillé dans les meilleures maisons et qui développe un système de taille à double entrée, à la fois par la stature et par la largeur. Donc tout ça, en fait, c'est un véritable problème. Enfin, la question des tailles, le système des tailles qui est arrivé avec l'industrialisation, avec la façon de consommer du 20e, fin du 20e, après la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, en fait, c'est un vrai problème. On a des taux de retour qui sont hallucinants. Les gens ne savent pas comment ça va leur aller et du coup, dans les marchés matures en ligne, on arrive jusqu'à 70% de taux de retour, ce qui est complètement dingue. Ça coûte beaucoup d'argent, ça va direct à la poubelle derrière ou presque. Et donc vraiment, pour moi, la question des tailles est majeure et c'est vrai que c'est pour ça que je suis total focus dessus. Et peut-être pour ajouter juste rapidement sur Paradigme, comme on posait la question des prix, allez sur cette plateforme, vous allez voir les pièces des plus belles marques, des Sandro, des Maje, etc., pour un prix très 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 abordable. Et c'est des pièces qui ont été cleanées, sélectionnées. Donc n'hésitez pas à les regarder. Très bien. Avant de laisser la parole à notre audience qui va participer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yaria? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Servir Wardrobe? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vuitton aujourd'hui? Dans l'ordre que vous voulez. J'allais dire du sommeil, mais après, pour moi... C'est un bon début. Ouais, je pense que j'en ai besoin. Non, je pense que il y a un très joli momentum pour les startups, même si on passe un petit peu quand même par une contraction économique. Je pense que moi, ce que je souhaite, c'est que les marques ouvrent leurs oreilles, ouvrent leurs yeux sur l'état des choses et qu'elles décident vraiment d'investir et de changer leurs habitudes, parce que c'est une industrie qui a toujours reposé sur l'exploitation des producteurs, des manufactures, quels qu'ils soient dans le monde, dans le monde. Elle a toujours reposé sur un marché non régulé, donc zéro régulation. Et en France, il y a donc non seulement les lois européennes, mais les lois AGEC françaises qui, tout à l'heure on en parlait, qui ont poussé beaucoup de... Enfin, c'est pas la seule raison, mais qui ont poussé les boîtes fragiles à vraiment mettre la clé sous la porte. Et puis, donc ces investissements, moi je pense qu'ils sont très importants pour revoir aussi leur business model. Donc moi, ce que je souhaite à l'industrie, c'est qu'elle se dise, voilà, on a besoin d'assainissement, on a besoin d'arrêter d'exploiter, arrêter de faire de l'argent sur des marges incroyables et d'être un petit peu plus vertueuse et d'être un petit peu plus consciente de l'état des choses et que peut-être qu'elles ont atteint la limite de leur système économique. Très clair. Je vois Valérie qui acquiesce.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, plus d'investissement, qu'on prenne cette question de la mode le plus au sérieux possible, des morphologies, des tailles, vraiment qu'on y mette des moyens. Et puis, tu as dit une autre chose qui résonnait aussi, et puis là, elle m'échappe, désolée. Mais oui, ouais. voilà, qu'on prenne les choses, qu'on prenne la question des tailles, la question des morphologies au sérieux. Ah oui, c'est vrai que, enfin, on l'a vu dans le panel, cette situation de crise est aussi vraiment une opportunité pour réinventer des modèles. Et on sent qu'à la fois, cette nécessité de réinventer et l'apport des technologies peuvent faire des choses magiques. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ouya aujourd'hui? Je pense un investisseur ou plusieurs. Très bien. Et pour Viton? Pour ramener un petit peu sur le côté tech, il faut voir que donc nous, on développe des modèles spécialisés, des modèles de fondation, mais verticalisés pour la mode. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas faire du mid-journey, mais ça veut dire qu'on va faire un modèle de fondation qui répond à la spécificité de notre tâche, à savoir prendre un vêtement et le mettre sur un corps. Et donc, en fait, on se rend compte que aujourd'hui, il y a très très peu de modèles de fondation qui ne soient pas américains. Bon, encore français, il y en a un, c'est dans les LLM, donc c'est dans tout ce qui est texte, et il n'y en a pas vraiment dans l'image. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est, à l'image de ce qui se passe ici, il faut quand même le noter, Paris devient un centre ultra dynamique pour la tech. Et donc, je ne sais pas, on pourra peut-être en parler juste après, mais qu'est-ce qui vous porte, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Sachez qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire ici sur Paris et qu'il faut continuer le mouvement. Et donc, il faut continuer à justement développer des talents, que ce soit dans le machine learning pour continuer à créer ces modèles-là, ou que ce soit aussi dans la mode, qui, comme je disais, devient de plus en plus tech également. L'IFM, par exemple, l'Institut français de la mode, est aussi mêle beaucoup tech et mode et propose des superbes formations. Et donc nous, on recrute des très bons talents et on n'est pas les seuls. Donc n'hésitez pas à en discuter après. Merci beaucoup pour la transition justement avec notre audience. Il nous reste à peu près 7 minutes. Je vais prendre 2-3 questions. Je vais faire passer le micro dans la salle. Oups. Ben voilà, très bien. Bonjour, merci. Vous avez beaucoup parlé de la mode, de l'aspect circulaire et écologique, mais la tech aujourd'hui, ça pollue aussi. Donc concrètement, dans vos établissements, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Alors, on est un petit établissement. Hein. On est alors, on est sur 4 bureaux dans le monde. Pardon, j'ai pris la question, mais j'ai cru qu'elle était dirigée vers moi. Donc, notre HQ est basé à Londres dans un coworking space qui s'appelle Second Home. Et Second Home c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont fait pour agencer l'espace. Tout est circulaire. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de climatisation ni l'été ni l'hiver. Et ils ont un système de ventilation intégré, je ne saurais pas très bien comment le dire. Mais je pense que la question est surtout orientée vers les serveurs et comment est-ce qu'on stocke notre donnée. Donc, nous, on n'est pas Meta, on n'est pas Google, on a vraiment une empreinte carbone assez légère qu'on mesure d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir. Et aussi, notre bureau à Tunis est hébergé on loue un étage et on a un offsetting. Donc, offsetting, c'est, j'ai oublié c'est quoi en français, mais en gros, non, offset, j'ai oublié. Compensation, merci, de ce qu'on produit. Et encore une fois, c'est vraiment tout minime par rapport à ces géants. J'aimerais aussi dire, soit dit en passant, que toutes les initiatives qui disent oui, on plante des arbres, c'est quelque chose qui est dans le greenwashing absolu. Faut vraiment arrêter de parler de ce genre de trucs. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et voilà.
Peut-être que la question, effectivement, s'adressait à l'impact carbone de l'IA aujourd'hui, dont on sait qu'elle est en train d'exploser. Forcément, utiliser ChatGPT pour reformuler ses mails ou ce genre de choses a nécessairement plus d'impact que l'envoi du mail en tant que tel. Les modèles, alors justement, nous, au lieu de se dire on va créer un modèle de fondation avec plusieurs dizaines de milliards de paramètres, qui a à peu près scrappé tout ce qui existe dans le monde entier en termes d'informations, de données, d'images, etc. Nous, on prend un parti plus frugal qui est de se dire, nous, on a envie de réaliser une chose dans la mode, c'est de générer des shootings photos. Donc on a envie de faire ça et ensuite, on a envie de le faire très bien. Donc en fait, nous, par définition, par design, on va dire, on est beaucoup plus frugal dans la façon de développer, de consommer dans nos entraînements. Et pour donner un chiffre, par exemple, l'entraînement, nos entraînements, on l'a mesuré récemment, c'était un peu moins de 5 tonnes de carbone émis pour 75 000 heures d'entraînement. 75 000 heures d'entraînement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, on est sur un impact carbone qui n'est vraiment pas tant important que ça. Sachant que de l'autre côté, nous, on est là pour aussi éviter que les échantillons voyagent à travers la Terre entière, que les mannequins prennent des avions pareil pour se déplacer partout, etc. Et donc, on essaye un petit peu de digitaliser, de rationaliser tous ces process-là. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que j'ai une autre question? Oui. On a beaucoup parlé de la tech donc dans le côté économie circulaire. Est-ce qu'on avance aussi côté tech dans la manière de produire des matériaux qui permettent justement pour des Chines et autres de produire de manière plus écologique et plus saine, et aussi dans la manière d'utiliser la tech pour se débarrasser justement de ces énormes masses de vêtements qui sont stockés dans des déserts ou des choses comme ça? Est-ce qu'on avance côté tech sur cet aspect-là? Oui, alors moi je connais une belle initiative, une jeune start-up qui s'appelle Synthetica notamment, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent justement, ce que tu disais Asna, à cause des régulations européennes, par exemple, à transformer, à faire du nylon à partir d'éléments végétaux, alors qu'aujourd'hui le nylon ou d'autres polyester surtout, etc., sont faits à base de pétrole. Et donc, il y en a beaucoup qui essayent de créer ça. Mais évidemment, il faut du temps. Il y a de la R&D derrière, mais il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui émergent. Moi, je vous invite à regarder Fashion for Good, qui est une initiative basée à Amsterdam de plusieurs corporates dans l'industrie de la mode, qui a pour but de mettre en place les best practices et aussi de créer ils participent à un nouveau truc qui s'appelle TRX, Textile Recycling Excellence. Donc là, ils ont Veolia, ils ont BASF, ils ont quelques grosses marques comme Adidas, Nike, et plein d'autres. Et donc, ils sont en train de réfléchir à comment éviter que les vêtements n'aillent dans les décharges, comment est-ce qu'on peut les recycler chimiquement ou mécaniquement, comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles fibres recyclées. Donc tout ça, en fait, ça se développe. Il y a la technologie au cœur de toutes ces initiatives. Après, c'est l'enjeu, le challenge, c'est la mise à échelle. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question. Oui. Alors, moi, j'aurais une question par rapport au début de vos projets. Est-ce que vous avez commencé seulement dans la mode? Est-ce que c'est seulement dans la tech? Est-ce que les deux étaient là en même temps? Et à quel moment si vous avez commencé avec un seul, c'est à quel moment que vous vous êtes dit, je vais intégrer la tech dedans? Je commence. Nous, on est venus de l'univers de la tech. En fait, mes deux associés, mes deux cofondateurs, Christian et Tristan, ont fait pas mal de recherches, notamment en computer vision et dans le deep learning. Et en fait, ils sont tombés sur le tout premier papier de recherche dans notre domaine qui s'appelait Virtual Try-on Networks, une nouvelle façon de faire le shooting photo, etc. Et en fait, quand on prend les acronymes, ça donne Viton.
Et nous, on est parti de là, on est parti de la tech. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte très vite, c'est que la meilleure façon, cette tech a la plus grande valeur ajoutée dans la mode. De mon côté, de Save Your Job, on a commencé parce que j'ai vu qu'il y avait un problème de taille et j'ai pas pensé à la tech, j'ai pas pensé à la solution, j'ai juste creusé le problème, je me suis cassé la tête à comprendre pourquoi, d'où est-ce qu'il vient, quelles sont les conditions qui ont créé ce problème, quel est l'impact local, mondial. J'ai passé 3 ans à n'étudier que le problème. Je suis devenue obsédée par le problème. La technologie, elle a évolué dans tous les sens après. Elle évolue toujours. On pivote, on se remet sur la vision initiale, on est agile, on essaye vraiment d'être aussi adaptable au marché, à la demande que possible. Et la technologie, elle facilite, mais ce n'est pas excusez-moi pour l'anglicisme, le endgame. C'est pas la fin en tant que telle. Moi, je pense que si j'avais un conseil à donner ou même une proposition, ce serait de regarder le problème, de voir si ça vaut la peine de creuser et parce qu'après il faut dire aussi on dort plus, on est misérable là, franchement. Et donc si on pense qu'à la tech for the sake of tech, je pense que je préférerais une bonne nuit de sommeil. Et peut-être en 3 mots, parce que c'est une expérience un petit peu différente des deux précédentes. Moi, j'étais d'abord architecte urbaniste, je travaillais sur des villes, des territoires de plusieurs milliers de kilomètres carrés parfois. Et j'étais quand même très intéressée par la tech, avec des compétences en particulier en 2D, 3D paramétrique. Et je me suis retrouvée dans la mode presque par hasard, parce que j'ai travaillé d'abord sur une mission tech. Enfin, on venait me chercher pour la partie technique, sur des soutiens-gorge sur mesure. Et le problème en fait, ce qui m'a choquée, ce qui m'a incité à aller plus loin, au-delà du fait que j'adore la créativité et que la mode est quand même très très créative, c'est le rapport que les femmes avaient avec leur corps quand on les scannait, et qui était très dégradé. Et j'ai la conviction que le rapport qu'on a à son corps et le rapport que la société a à l'image du corps des femmes est vraiment crucial pour la suite des événements. Voilà, donc je dirais un mélange tech et problème pour moi. Très bien, merci beaucoup. Même si je peux ajouter une chose, la solution 2D, 3D paramétrique, enfin, on peut se dire j'avais une approche de ce côté-là. Aujourd'hui, elle évolue en fonction du besoin réel et des opportunités techniques qui émergent tous les jours en ce moment. Donc vraiment, c'est pas la tech, elle est relativement souple. Merci beaucoup. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est qu'on peut venir de notre univers. Et après, tu voulais rajouter quelque chose, Asna ? J'allais dire merci. Oui, très bien. Qu'on peut venir d'un univers de la tech ou de la mode et ensuite on se retrouve. Et surtout, après, je retiens une chose, être obsédé par le problème et quand même penser à dormir. On est bien d'accord. En tout cas, Valérie, buvez merci. de l'eau et dormez. Un grand merci Valérie, un grand merci Asna, un grand merci à Flore pour vos interventions et pour avoir passé ce moment avec nous. Et un grand merci à l'audience, en tout cas surtout grand merci à celles qui sont avec nous depuis ce matin 11h et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Merci beaucoup.